quand on parle de laverie, enfin, qu'on perçoit très peu quand on arrive dans la région, il faut déjà commencer à se poser la question de la répartition des eaux sur le bassin versant. Un bassin versant qui se répartit entre deux zones géologiques, le Crétacé et le Jurassique, sur les côtes du bassin parisien. Donc d'un côté très argileux, donc là où Bergon se trouve, Saint-Amand, et de l'autre côté la Forterre, donc des types de sols complètement différents, l'argile qui va abîmer forcément et donc qui reste quand même plutôt la partie bocagère pour des raisons évidentes de ruissellement et de végétation, et la partie Forterre où il y a des grandes cultures qui pour la plupart ont été drainées en plus d'être très calcaires, et donc qui créent tout ça, le ravinement de l'argile, le drainage du calcaire et la suppression des haies dans la Forterre amène un ruissellement très brusque, d'autant plus brusque quand on parle du réchauffement climatique et des effets climatiques de plus en plus importants. Donc on arrive à des différences entre les crues, les grandes crues et les assecs, parfois même complètement. On a certains affluents de laverie qui, par exemple en 2022, les Jourdains étaient complètement à sec, on se premier jour. Donc il y a cette problématique-là de la gestion des eaux. On a un peu envie de canaliser par des fossés, des rivières qui deviennent en fait des fossés, parce que ça engorge l'eau d'un coup et ça l'argelle d'un coup, pour protéger nos terres, entre guillemets, sauf que ça les tue, évidemment, parce que la terre est la réserve de l'eau. Et mon idée au départ, c'était de comprendre ce canal-là qui amène l'eau au moulin. À quel endroit il y a la séparation entre la rivière et le canal pour amener l'eau au moulin. Parce que souvent ils sont construits comme ça, les moulins. Il y a un mur dans la rivière qui permet d'amener l'eau dans un canal au moulin, et puis la rivière elle continue de l'autre côté. Et en fait ici, en remontant, j'ai jamais trouvé de mur. C'est juste que c'est le lit de la rivière en entier qui est amené à devenir un canal. Et donc l'endroit le plus bas de la vallée où coulait la Vrie naturellement, il a été asséché. Et ici la Vrie elle se retrouve entièrement dans le canal qui amène l'eau au moulin. Et en fait, c'est le biais. Ici, voilà. Et en fait, ici, là, juste en bas, il y a un petit ravin où il y a, quand il y a de la pluie, il y a de l'eau qui coule naturellement là-dedans et qui reforme le lit naturel de la Vrie. Mais sinon, la plupart du temps, elle coule que là-dedans. Mais ici, tout là où on est, en fait, s'il n'y avait pas cet ouvrage-là qui a été creusé, ça c'est c'est pas juste la rivière qui l'a creusé, ça a été creusé à la main, quoi. Pour, ça fait longtemps qu'il est là, le moulin, je pense que. On va dire à la pelle, aux griffes. Et mais sans ça, avant qu'il y ait le moulin, toute cette, peut-être même jusqu'au collège, tout là, il y avait possibilité d'avoir une rivière qui faisait des tresses. Ouais, voilà. La Vrie, elle porte bien son nom, elle serpente d'un bout à l'autre, sauf dans la traversée de Saint-Amand, où il y a 1 kilomètre où c'est en ligne droite. Alors c'est probablement pas son lit originel. D'après ce qu'on peut retrouver dans la rivière, ça pourrait être au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, peut-être en même temps que la construction du château, où le lit a été canalisé pour améliorer l'habitat, l'emplacement du château, mais où ça passait avant, on ne sait pas. Puis de toute façon, tous les papiers de Saint-Amand ont été brûlés sous la Révolution. Donc il n'y a plus d'archives aussi anciennes. Ouais, voilà. Avec des castors. Et donc ça, c'est ça qu'on voit plus quand on est là, parce qu'on a l'impression que la rivière c'est juste ici, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure qu'elle coule là, elle se creuse son lit.
Mais il faut s'imaginer que tout ça, en fait, ça pouvait être une rivière en tresse. Oui, ils sont revenus. Alors, il y avait des castors canadiens qui étaient là dans les années 70, qui avaient été offerts au parc de Boutissin. Et donc c'était tellement plu qu'ils avaient un peu envahi la vrille, quoi. Mais les Américains et les Européens, ils s'entendent pas terrible. Alors il y a eu des campagnes, il me semble, d'éradication de ces castors canadiens. Et puis maintenant, c'est des castors locaux, on va dire, entre guillemets, qui sont revenus peupler leur habitat ancien, quoi. Moi, j'en ai jamais vu, non. On voit les traces, mais pourtant, des fois, je me suis levé le matin de bonne heure avec mes jumelles pour pas très loin des terriers. Enfin, pas des terriers, ils font pas des huttes comme ici, c'est un peu des terriers quand même. C'est sous des arbres, c'est dans des racines. Il y en a pas mal, hein. Moi j'ai des peupliers qui ont été. Oui, il y en a vers le Moulin Berger il y a 2-3 ans, il y en avait encore. Là, je ne sais pas, je n'en ai pas revu cette année. Il y avait encore des. Il n'y en avait pas énormément, hein, parce que c'était un arbre par-ci, par-là, qui était mâchouillé. Il y en a à certains endroits, pas ici non, mais plus justement dans le fond du parc, par là, oui, dans le fond du parc. Je sais qu'il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Non, j'ai pas souvenir d'en avoir vu là. Non. Et quand on voit les arbres qui sont coupés en biseaux, c'est du castor, hein, voilà. Mais c'est plus dans le fond du parc, plus loin par là, qu'il y en a, surtout. Hein. C'est surtout là, hein. Je pense pas qu'il y en ait ailleurs. Hein. Je pense pas qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et c'est intéressant finalement d'arriver à retomber sur cette histoire en cherchant le mur dans la rivière qui détourne l'eau vers le moulin et en se rendant compte qu'en fait les champs même avant ils ont fait en sorte de ramener, de pousser, de faire des talus pour empêcher la rivière de venir dans le champ et de vraiment contraindre la rivière dans un seul lit qui est sinueux et qui est joli et qu'on a l'impression de voir quelque chose de tout à fait naturel, mais en fait c'est fabriqué. C'était un mur, c'était toujours un mur de pierre. Alors il n'y avait pas forcément de mur de pierre, il y a talus et surtout des arbres qui tiennent les berges avec leurs racines. Et ça c'est au fil du fait de faire des champs où on enlève tous les arbres pour faire un champ, mais on laisse ceux qu'on veut, vers lesquels on veut que la rivière coule, quoi. Et là, quand on va le voir, c'est assez clair. Il y a eu des aménagements successifs. Par exemple, en 83, elle a été curée du Moulin Berger jusqu'à, je dirais pas Arquian, je ne sais plus après par là, mais au moins jusqu'à Saint-Amand, où ils ont coupé quasiment tous les arbres au bord. Et ils ont dégagé, parce qu'il y avait des crues, c'était encore une période où il y avait des grosses crues l'hiver. Et il y avait eu une demande des habitants, des agriculteurs, des riverains. Ça grognait un peu, donc ils ont creusé, curé la vrille, et puis ils étendaient la vase sur le bord. Et ça c'était en 83, ouais. Et donc ça faisait un peu un choc de voir. Enfin, on a échappé au remembrement parce qu'il y a un affluent de la vrille qui s'appelle le Bouy, où là ils l'ont carrément canalisé. C'était dans les années en 70 à peu près. Donc là on a échappé déjà au remembrement. Moi au début je n'avais pas trop d'avis sur les ragondins. Et juste les techniciens de rivière, etc., ils financent avec les agriculteurs la chasse aux ragondins. Et parce que les ragondins, ils détruisent les berges, ils amènent des maladies, etc. etc. Et je crois qu'à un moment, je parle des arbres qui tiennent les berges dans la bande dessinée.
Et Suzanne, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit mais en fait les arbres s'ils tiennent les berges, ben, ils empêchent aussi la rivière de se creuser sur les côtés. Et du coup elle va se creuser dans le fond et elle va s'inciser, etc. Elle va s'accélérer et tout et tout. Et en fait les ragondins, eux, quand ils vont creuser les berges et qu'ils vont faire tomber les arbres, ben ils agissent comme des castors quoi. En aval, et en amont. C'est pareil, à Arquian, dans Arquian, c'est un peu compliqué. Alors la problématique, c'est aussi de pouvoir gérer un peu leur activité quand même, puisque les embâcles, ça peut causer des désordres en aval. Les embâcles, en fait, eux, c'est les barrages des castors quand ils font un barrage. L'idée, ça serait de les encourager à en refaire en faisant des artificiels, comme ce que racontait Suzanne. Ils ont commencé et qu'ils ont même corrigé leur travail en déplaçant les barrages. C'est génial. Donc, comme quoi, l'homme, même avec la meilleure volonté du c'est pas. Donc, on n'a pas, cet instinct qui te dit c'est là qu'il faut faire. On n'a pas un nez qui va nous dire là je sens que ça va bien s'imprégner, ça va bien, on va pouvoir créer une belle zone humide. Alors évidemment on sait, heureusement qu'il y a des écologues, des scientifiques qui font ce travail. Je pense jusqu'à Saint-Amand il y a plein de moulins. Et après Saint-Amand, il y en a encore il y en avait un à la Syrie, et puis il y en avait un entre la Syrie et Saint-Amand. Après il y a le moulin Porcher, il y avait un moulin laitier à Argenoux, tout de suite après. Puis après il n'y a plus de moulin jusqu'à Annay. Je pense que le terrain est plus plat, et puis pour faire un biais de dérivation pour alimenter une roue, c'était plus... le terrain s'y prêtait pas, quoi. C'était plus compliqué. Si la rivière est trop... il y a très peu de dénivellation, on ne peut pas faire un biais pour mettre le moulin hors eau. On est obligé de le faire au bord de la rivière, donc c'est en zone inondable. Les biais, ils séparent la vrille en deux, et le niveau d'un biais est toujours très, très limité, hein. Il n'y a pas un gros pourcentage de pente, ce qui fait que le moulin se retrouve, quand il rentre en action par le biais, le moulin il se trouve 4-5 mètres au-dessus de la rivière. Et c'est après le moulin que, pouf, avec la chute, ça retourne à la rivière. Et comme ça, il se trouve hors eau. Quand c'est très plat, faut faire un biais très long. Donc, vous voyez, si vous suivez les courbes de niveau, je ne sais pas si vous connaissez les rigoles qu'il y a à Blénaud pour l'alimentation du canal de Briard. Pareil, ça suit les courbes de niveau sur des kilomètres pour des fois revenir au même endroit, parce qu'il n'y a pas de pente. Il y a pas Donc là c'est pour l'alimentation du canal, donc l'eau finit toujours par arriver, c'est pas grave. Mais il fallait calculer l'histoire des biais, oui, comment ils faisaient pour savoir que c'est à partir de là il y avait des calculs un peu pointus pour... De Péziers, Oui, qui est à côté du moulin de Péziers. oui. L'eau de cette source, ils n'arrivent pas à identifier d'où elle vient. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. À un moment, on m'avait dit que c'est une des sources de la Vrille. Ça fait partie. Ouais, parce que ça coule dans la Vrille. Mais hier, nous étions aux 3 sources de la Vrille, plus haut, au-delà de. Après, c'est difficile de savoir les sources. Il y a toujours. C'est comme. Ça peut être la même eau ou des eaux qui ont des âges différents. Source du cheval mort, je crois. Oui. Mais du coup, à Péziers, c'est l'endroit où ils ont. C'est le passage où je raconte dans la BD le moment où ils ont dû fermer une station de pompage de Trény parce qu'il y avait trop de nitrate. Ah oui. Et ils ont ouvert cette station à Péziers. C'était il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, ils font des études BAC, c'est bassin d'alimentation de captage, pour comprendre d'où vient le bassin qui alimente le captage, donc l'eau de cette source qu'on capte. Et en fait, ces études, c'est avec... il y a plein de techniques possibles. Et il y en a une avec des liquides fluo qu'on met dans les...
endroits où il y a des trous, où on pense que l'eau va s'infiltrer et rejoindre une potentielle nappe de laquelle la source puiserait son eau. Et en fait, ils ont mis des fluos partout, ils n'ont jamais retrouvé la trace Je savais pas si j'avais pas retenu. Peut-être qu'on relise ta BD. Non. Du coup, ils savent pas d'où elle vient, l'eau de ce captage. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a plusieurs, sur ce syndicat de l'eau, c'est le syndicat des eaux de puisée Forterre. Ils gèrent un territoire qui est immense. Et il y a plusieurs endroits où il y a ce problème de sources qui deviennent un peu trop polluées à cause du fait qu'elles sont dans des endroits encaissés où la pluie qui ruisselle des champs va amener plein de... Voilà, et en fait, obligé de fermer la source, et donc il faut prendre soin des sources qui restent. Ça, c'est vraiment une volonté des syndicats de prendre soin des sources qui restent, mais en fait, c'est pas évident, quoi. Les moyens qu'on a, ils sont quand même limités. On pourrait faire de la télédétection par satellite et tout, mais ça coûte super cher, quoi. On a ça pour le pétrole, mais bientôt pour l'eau, peut-être. Oui, il y a une station là qui est à 700-800 mètres. Je ne saurais pas le pourcentage, ça peut être 50% peut-être. Ce qui fait dire à certains qu'on boit la pisse des gens de Trény. Après, il y a la source de Chantemerle et puis la source de la Chapelle, où tout ça s'est mélangé. Et puis un petit peu de chlore et puis d'autres éléments. Oui, c'est souvent que... D'ailleurs, il y a une loi maintenant qui a une bande de 5 mètres de chaque côté d'un ruisseau pour éviter l'aspersion directement dans l'eau, quoi. Bon, les 5 mètres, c'est toujours ça, mais bon, c'est pas... les pesticides, ils vont bien quelque part de toute façon. Enfin, là, ils vont moins vite. Du coup, ça agit sur... Et puis après, aussi l'anthropisation de la rivière elle-même, de ses affluents, des rivières affluentes et de la rivière Brie, qui amène donc aussi avec les biefs qui prennent parfois le dessus sur la rivière elle-même, et des parties où la rivière est à sec, en aval, plus vers Annay. Et c'est le bief qui fait office de rivière et qui est complètement détourné et qui est complètement encaissé, puisqu'on a supprimé, limité tous ces méandrages, tous ces bras diffus dans la vallée, pour avoir un exutoire unique et qui devient très creusé. Donc ça, c'est aussi un problème pour les berges, effectivement, parce que quand on va en amont. Donc moi, j'avais divisé un peu la vrille en trois sections. La vrille des collines de Puisaye, donc qui se rapproche plus de la Forterre et du calcaire, puisque en fait la vrille prend source dans une faille, comme quasiment toutes les sources, entre la Puisaye et la Forterre, entre les deux couches géologiques. Et donc on a cette vrille des collines qui est plutôt douce, et ça commence par un petit ruisseau qui commence à grossir avec les affluents, mais avec cette problématique de la grande culture à ce niveau-là, que l'on a moins en aval quand on descend vers la vrille que j'appelle des moulins, donc Saint-Amand, Arquian, et où là on est anthropisé de manière plus architecturale avec les moulins, leurs pelles, les seuils aussi qui sont un problème de la continuité géologique, la continuité biologique. C'est pour éviter que le canal il inonde le moulin. Oui. Donc quand toute cette eau de la rivière, elle prend toutes les eaux de pluie et qu'elle devient un canal en crue, il y a un déversoir qui permet de vider l'eau dans le lit naturel de la rivière. Et à partir de ce moment-là, le lit naturel de la rivière se remet à exister. Voilà. La dernière fois que je suis venu, c'était en mars. Il y avait eu des grosses pluies et j'avais traversé j'étais remonté assez loin. Et en fait, tu as plein de ruisseaux qui alimentent la vrille, qui étaient hyper vigoureux en cascade et tout. Et puis au milieu des champs, tu
t'avais des endroits où il y avait des rivières qui se créaient, quoi. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, le point le plus bas de cette vallée, c'est pas celui-là, quoi. C'est vraiment un peu plus par là, quoi. Voilà. Ça s'est déplacé de ce côté-là. Ben ça a été forcé à se mettre de ce côté-là, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est très joli. L'eau qui s'abaissait pas vraiment, sauf quand il y a un biais qui s'est colmaté à son entrée, à la séparation entre le lit de la rivière et le biais. Il y a souvent un petit barrage et souvent ça s'ensable. Parce qu'autrefois les moulins tiraient de l'eau, donc le biais se vidait souvent. Ça entraînait toutes les vases, les branches, les choses, puis c'était entretenu. Et puis à la fin des moulins, plus d'entretien, ça s'envase, et puis ça s'ensable, et puis l'entrée du biais est complètement calfeutrée par les alluvions, quoi. Donc là, mais sur la Vrille, je pourrais dire qu'il y a moins de crues qu'autrefois, parce que là, ça nous arrivait avant, il y avait les champs, là, ils étaient pleins d'eau. Hein. La salle des fêtes était dans l'eau. Donc, mais ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Hein. Et ça arrivait plusieurs fois dans l'hiver. D'ici à Trény, les champs de chaque côté inondés. Encore plus du côté de Neuvy, Annette, tout ça c'était plein d'eau. Précipitations plus abondantes l'hiver en tout cas. Les précipitations, elles sont à peu près identiques, mais elles ne sont pas réparties pareil. Moi je prends des mesures depuis, je sais pas, quelques dizaines d'années, peut-être 30 ans. Et c'est à peu près les mêmes, à part des années un peu exceptionnelles où on a à peu près toujours 750 de moyenne, 800. Sur l'année, mais c'est pas réparti pareil. Enfin, après, on peut aussi parler des drainages qui ont fait que l'eau s'écoule plus vite, qu'il n'y a plus de zones de rétention d'eau, mais c'est pas facile à calculer les zones comme ça, éponges, qui ont disparu. Jamais parfait. De cagère, pour des raisons évidentes de ruissellement de végétation, et la partie forterre où il y a des grandes cultures qui pour la plupart ont été drainées en plus d'être très calcaires, et donc qui créent tout ça, le ravinement de l'argile, le drainage du calcaire et la suppression des haies dans la forterre amène un ruissellement très brusque. D'autant plus brusque quand on parle du réchauffement climatique et des effets climatiques de plus en plus importants. Donc on arrive à des différences entre les crues, les grandes crues et les assecs, parfois même complètement. On a certains affluents de l'Avry qui, par exemple en 2022, le Jourdain était complètement à sec, on se premier jour. Donc il y a cette problématique-là de la gestion des eaux qu'on a un peu envie de canaliser par des fossés, des rivières qui deviennent en fait des fossés parce que ça engorge l'eau d'un coup et ça l'argelle d'un coup. Pour protéger nos terres, entre guillemets, sauf que ça les tue, évidemment, parce que la terre est la réserve de l'eau. J'habite ici depuis ma naissance et la Vrille, c'était un lieu de rendez-vous très particulier parce que c'était notre terrain de jeu pour beaucoup de jeux. Étant gamin, de toute façon, enfin les gamins et puis les adultes, on est toujours attirés par l'eau, par la flotte. Donc l'été, on allait jouer sur la Vrille, là où il y avait un passage à gué, vers le Moulin Berger. Et c'était des jeux, c'était jeter des bâtons dans l'eau, faire la course de bâtons. Tiens, il va arriver avant, on mettait une ligne d'arrivée, une ligne de départ avec une ficelle. Et hop, on faisait des barrages. Alors ça, dans la Vrille, dans les fossés, enfin partout où il y avait de l'eau qui coulait, on faisait des barrages qui étaient détruits quand on revenait des fois le lendemain, parce que je sais pas, il y avait quelqu'un qui était passé, et puis autant on aime bien construire, autant on aime bien démolir.
sûrement des gamins aussi. J'y vais à 500 mètres de la vrille. Alors des fois, on y passait des après-midi comme ça d'été, on y passait l'après-midi. Hein. J'étais avec Claudine, ma voisine. Et on pataugeait, on regardait les aguerriottes, les petites bestioles qui sont des gamards. On allait à la pêche. Alors évidemment, la pêche, c'était... On cueillait un bout de noisetier un peu souple, on emmenait du fil à coudre, un bouchon de liège, puis hop, on faisait une canne à pêche. Les hameçons, je ne me rappelle plus si on avait des hameçons, si on les achetait ou si on tordait des épingles à nourrice. Et c'était artisanal. Hein. Et on pêchait des vairons. Alors je ne sais pas s'il y a encore des vairons, il faudra poser la question à certains pêcheurs. Je ne sais pas s'il y a encore des vairons dans la vrille. Les poissons qui se trouvent dans la vrille, c'est surtout vairons, goujons, gardons, truites, automatiquement, parce qu'on fait quand même des lâchers de truites au niveau de la société de pêche. Donc il y a trois lâchers de truites qui sont faits dans l'année. Voilà. Et il y a de l'écrevisse aussi, qui arrive actuellement, et ça commence à se peupler même beaucoup. Il y a beaucoup d'écrevisses. Alors c'est pour ça. C'est même un petit peu un fléau, ça va devenir un fléau parce que malheureusement, plus il y aura de l'écrevisse, parce que ça mange de tout, l'écrevisse. Ça mange les œufs des poissons, de tout, quoi. Donc c'est ça le problème. Bon, actuellement, il y en a quand même qui pêchent l'écrevisse. Comme moi, ça m'arrive de pêcher l'écrevisse. Justement, ça en enlève un peu quand même, heureusement, parce que sinon, ça devait, même actuellement, même ici, là vers le château, là, mais il commence à y en avoir aussi, là. Ah oui, justement, il y en a, ça commence à venir. Il y a d'autres endroits dans la vrille où c'est surpeuplé. Hein. Et on prenait des écrevisses qui n'ont rien à voir avec celles de maintenant. C'était des écrevisses, je me rappelle la plus grosse, elle nous avait marqué, avec les pinces. Pince dépliée, elle faisait 36 cm de long. Alors ça représente un corps qui devait faire, je ne sais plus, ça j'ai pas retenu, peut-être 18 cm, mais aujourd'hui c'est des petites écrevisses, c'est plus la même race. D'accord. Et ces écrevisses dans la vrille, elles ont disparu en 78. Il y en avait en pagaille, et d'un coup, pouf, je sais pas, il y a eu une pollution, il y a eu quelque chose, j'en sais rien, mais plus d'écrevisses. Il y en a eu, je vous parle de ça, il y a très longtemps, j'étais vraiment jeune, il y en avait, et d'un seul coup, plus rien. Alors je pense qu'il a dû y avoir une pollution, actuellement, dans ces années-là, ça remonte à loin, il a dû y avoir une pollution, donc il n'y avait plus rien. Et depuis quelques années, je veux dire peut-être depuis 6-7 ans, c'est revenu. Il y a plusieurs espèces. Vous avez la rouge, qu'on appelle la Louisiane, vous avez la grise, qui est plus petite, qu'on appelle l'écrevisse américaine, et vous avez celle à pattes bleues, ça s'appelle la Signal. C'est celle-là la plus grosse. Et actuellement, c'est celle-là qui se trouve dans la vrille. Je dis, il y avait des chabots aussi. C'est un poisson qui ressemble à rien du tout, qui a une tête énorme, qui est laid comme tout, et qui est, a priori, c'est un bon témoin d'absence de pollution. Mais je ne sais pas s'il y en a encore. Je ne me rappelle pas, on les gardait pas. Ils étaient tellement laids qu'on les gardait pas. Des chabots, oui. Ah ouais. Après, si ça doit être le rénom. C'est vrai, c'est très rare qu'on en fasse, c'est vraiment rare. Mais ça peut arriver, je pense. Mais je pense que c'est peut-être à cause des truites qu'ils en mangent beaucoup et puis qu'il y en a de moins en moins. Hein. C'est obligé. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, étant jeune, on en prenait quand même à la petite ligne. On en prenait. Ça arrivait, mais on n'en prenait pas non plus beaucoup. Hein. Il y avait même des loches. On appelle ça des loches. Et ça, par contre, ça a disparu. C'est fini, ça. Hein. C'est terminé. Mais ça n'a pas de boyau. Non, ça n'a pas de boyau, une loche, c'est bizarre d'ailleurs, mais il n'y en a plus. Hein. Non, c'est fini. Ça, comme de l'épinoche, pareil, il y a l'épinoche, c'est des petits poissons qui ont des piquants sur le dessus, bon, mais c'est pour bon manger. Hein. Non, pareil, ça a disparu aussi, il n'y en a plus. Hein. Oui, on voit que les étés, là, les coups de chaud, c'est peut-être plus le coup de chaud, le stress hydrique, qu'est-ce qui joue le plus, mais il y a plein d'arbres qui meurent. Hein. On n'a jamais vu autant d'arbres qui mouraient dans les forêts, il y a des chênes, ça meurt. Hein. Et pourtant, oui, on est sur un terrain
un terrain argileux qui est censé retenir l'eau et puis il y a quand même des précipitations qui sont assez abondantes. C'est pas, mais ça suffit pas. L'Avry, ça a toujours fait partie de mon paysage. On allait aux champignons, à la pêche, et puis c'est tout près de la maison, donc c'était un terrain de jeu nickel. Sur le biais aussi, on prenait un tronc d'arbre qui était tombé dans le bois, puis on faisait du semblant de radeau. Il n'y avait pas grand-chose pour nous contenter. Hein. C'était à la bonne franquette. Par exemple, l'îlot, c'est ce que je disais, j'ai des vignes avec sur des grattes de raisin dans les arbres. C'est trop marrant. Dans l'îlot qui est juste en face de l'office du tourisme, dans la continuité quelle est l'histoire de ce truc-là. Ça pourrait être chouette qu'au lieu qu'il y ait des pelles au moulin, il y ait des castors qui fassent des barrages au plein milieu de Saint-Amand. C'est dommage que tu Peut-être le prochain chantier. Évitez-les les castors au Festival de la Pluie. Ouais.